Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire pour le Festival du film Sésame, donc édition 2026. Donc on va se présenter avec Jennifer. On est très heureux, nous, de vous accueillir, même si c'est en visio, pour vous parler donc de cette édition 2026. Je me présente, moi je suis donc Stéphanie Guillon, je suis la directrice des activités culturelles pour Sésame. Jennifer, je te laisse. Jennifer Rousseau, je suis chargée des activités culturelles au sein de Sésame Pays de la Loire. Alors, pendant l'heure que vous passerez avec nous, je vais vous faire un petit déroulé brièvement de cette heure. Nous vous dévoilerons bien évidemment le podium des trois films que vous avez le plus plébiscité, en tout cas pendant le festival. Et ensuite, nous tenions à vous faire découvrir un documentaire. Il s'agit du documentaire Debout. Donc, nous avons invité Alexandre Courtès et Baptiste Vallée pour un échange autour du documentaire. Alors, je voulais vous informer que je vous enverrai un lien à la fin de cette visio pour que vous puissiez accéder au film et découvrir le documentaire aussi par vous-même après les échanges. Alors, n'hésitez pas tout au long de votre présence à réagir sur le chat. On pourra nous aussi interpeller les différents intervenants par rapport à vos questions. Mais je vais relaisser la parole à Stéphanie pour un rapide bilan de notre édition 2026. Voilà. Alors, rapide, effectivement. Donc, l'édition du Festival du film, c'est donc la 5e édition. On a commencé donc le premier festival à Sésame en 2022. Le but, bien sûr, c'est de vous permettre de découvrir des films différents de ce qu'on aurait pu avoir envie d'aller découvrir soi-même. C'est pour tous les salariés de tous les CSE, COS, CAS. Et le fonctionnement, j'y reviens très rapidement, mais comme vous avez participé, vous avez pu vous en rendre compte. C'est donc de visionner 5 films et de pouvoir ensuite voter pour donc le podium pour les trois premiers films. Un petit bilan en chiffres. Cette année, donc, vous étiez 900 inscrits, donc bravo. 415 votants et ça représente à peu près 23 collectifs adhérents donc sur Sésame, au niveau de Sésame national. En moyenne, donc, les festivaliers ont pu regarder, enfin, ont visionné 3 films. Je crois qu'on arrive, Jennifer, si je ne me trompe pas, au moment fatidique où on va vous annoncer donc le podium de ce festival. Attention, on n'a pas les roulements de tambour, mais est-ce que vous êtes prêts? Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, en effet, le podium des trois films, donc on vous fait voter que sur trois films sur les 5. Donc, on va partir de la troisième place. Donc, en troisième place, c'est Jouer avec le feu, qui a été élu. En seconde place, nous retrouvons le film Différente. Et enfin, le film le plus plébiscité était également un film français. Donc, vous déduirez qu'il s'agit de On ira. Donc voilà, on a fait le constat que les trois films français étaient sur le podium. Après, quand on a regardé les visionnages avec Stéphanie, c'était plutôt équilibré. Vous avez visionné les 5 films de façon assez régulière. Il n'y a pas un gros creux entre un film et un autre. Mm. Ah, nous avons une Voilà. première réaction. Donc, je ne sais pas si vous êtes ravis ou surpris. N'hésitez pas à nous donner À vos nous réactions dire, dans le on chat. nous dit dommage pour Black Dog, mais beau podium malgré tout. En tout cas, un grand merci d'avoir participé à ce vote et de nous avoir donné votre avis. Aucun n'était Ah, raté. Bon, c'est qu'on a bien sélectionné quand même. Et du coup, nous aussi, donc, tous les retours que vous avez pu faire aussi sur le Google Form, on en prend compte pour faire évoluer le festival, faire évoluer notre sélection. Donc, un grand merci de ouais. l'avoir fait. Alors là, on a voilà, des beaux podiums. Voilà, on nous redit pour Black Dog. Et, tous les films étaient super, ça se comprend. Bon, merci. C'est le travail voilà, du comité de sélection.
En tout cas, voilà, comme disait Jennifer, on est ravis que ça vous ait plu. Et puis, on va travailler d'arrache-pied maintenant sur la prochaine édition. Alors, c'est une super sélection. En tout cas, à renouveler. Voilà, c'est bien. Bon, n'hésitez pas, hein, on peut continuer ce webinaire et puis n'hésitez pas à indiquer vos commentaires. Jennifer, je te laisse poursuivre. Donc, nous allons bientôt accueillir Alexandre Cortès et Baptiste Vallée pour échanger autour du documentaire Debout. Donc, je vous rappelle qu'à la fin de la conversation, nous vous partagerons un lien pour accéder au film en streaming. Donc, n'hésitez pas voilà, à rester jusqu'à la fin et aussi à continuer à poser vos questions. On pourra aussi prendre un petit temps pour les poser à Baptiste et à Alexandre. Alors, je laisse Alexandre et Baptiste nous rejoindre. Bonjour Alexandre Cortès, bonjour Baptiste Vallée. Bienvenue à vous. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre documentaire Debout. Donc avant de diffuser la bande-annonce du documentaire, parce que les personnes ne l'ont pas forcément vu, donc on voudrait voilà, leur passer la bande-annonce, je voudrais d'abord vous laisser le temps de vous présenter, de nous dire brièvement qui vous êtes, quel est votre parcours et votre métier. Vas-y Alex, je vais commencer. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Alexandre Cortès, je suis préparateur mental depuis 2020 et en 2024 j'ai été victime d'un accident qui nous a menés vers cette expédition au Cercle Polaire dont on va parler aujourd'hui et qui est à l'origine du documentaire Debout. Donc moi c'est Baptiste Vallée, je suis réalisateur de documentaires et je me spécialise plutôt dans la par-aventure où on emmène la caméra dans le sac à dos et on voit ce qui se passe. Et du coup, en découvrant l'histoire d'Alex un peu par hasard sur les réseaux sociaux, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et du coup, on s'est mis en contact et 2 mois après, on était ensemble dans le cercle polaire pour tourner ce documentaire. C'était une très belle expérience ensemble. Et puis, on est très heureux de vous le présenter aujourd'hui et de continuer à le faire vivre à travers des visionnages. Merci beaucoup. Alors Alexandre, on nous demande qu'est-ce qu'un préparateur mental? Un préparateur mental, c'est une personne qui travaille avec de base des sportifs de haut niveau pour les compétitions. Et aujourd'hui, c'est une pratique qui tend à se démocratiser puisque on n'est pas obligé d'être un sportif de haut niveau pour se préparer mentalement et utiliser divers outils. On peut très bien aussi être chef d'entreprise ou en avoir besoin pour son quotidien. Et même en sport amateur, je commence à avoir des demandes. Voilà. Donc c'est un accompagnement, ce sont des outils cognitifs pour pouvoir mieux aborder les défis quotidiens. Ça se passe en individuel ou en groupe? Je fais les deux. Je fais des stages immersifs en montagne où là on est en groupe et également en individuel. Donc là c'est vraiment au cas par cas. Et voilà, ça va dépendre de la demande de la personne et de ses besoins et de ses attentes. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, je vais laisser Jordan diffuser la bande-annonce, comme ça on va pouvoir discuter du film Debout. Monsieur Cortès, la montagne, c'est fini pour vous. Pourtant, c'est là que j'ai décidé d'y aller, même en béquille. Je sais pas pourquoi, je suis attiré par ces régions polaires. Et je commence à réaliser l'ampleur de ce qui nous attend. C'est magnifique. Et là, la magie opère. La nuit est glaciale, elle est peu réparatrice. Et par-dessus, on a même droit à une nouvelle tempête de neige. On va grimper pendant 2 heures. Vers la fin, la pente devient de plus en plus raide. Et chaque pas est un choix. Avancer ou renoncer.
Alors en 2025, vous avez réalisé ensemble le documentaire Debout. Vous êtes partis vivre une aventure dont on va parler en Norvège. Mais on l'entend dès le début du documentaire, les médecins vous disent un jour, Alexandre, la montagne, c'est fini pour vous. Avant de parler du documentaire, est-ce que vous accepteriez de nous informer pourquoi les médecins vous disent ça? Oui, c'est suite à un accident de snowboard avec une triple fracture du pilon tibial, donc c'est le bas du tibia. Et la complexité de la fracture a fait que le verdict, au bout de 2 opérations, a été celui-ci, de m'expliquer que j'aurais plus l'autonomie comme je l'avais auparavant en profil montagne. C'est fâcheux parce que c'est ma passion, la montagne, et c'est aussi une partie de mon lieu de travail. Donc le début de l'aventure, c'était de chercher des solutions pour quand même accéder à la montagne. Et pourquoi vous avez eu envie de témoigner via un outil film plutôt que par d'autres, comme de l'écriture? On voit souvent des témoignages, des romans. Comme expliquait Baptiste, c'était pas prévu, hein. Moi, j'ai juste eu envie d'aller en montagne, donc c'est ce que j'ai fait en tentant des randonnées en béquille dans les Pyrénées. Je me souviens d'en avoir parlé un petit peu sur les réseaux. C'est d'ailleurs comme ça que Baptiste m'a contacté. Et l'étape d'après, c'était et pourquoi pas réaliser c'est un vieux rêve, hein, le cercle polaire. Et on a monté le projet au départ, alors que moi j'étais juste avec ce rêve-là en tête. Et donc, étant donné que Baptiste réalise des documentaires, on a trouvé intéressant de lier ce qu'il savait faire et ce que j'avais envie de réaliser comme rêve. Alors, quel a été le déclic, Baptiste, pour vous d'interpeller Alexandre? Moi, depuis tout petit, je rêve de partir à l'aventure, de faire des expéditions, notamment dans le froid. Très vite, j'ai compris que c'était compliqué. Je me suis dit, si je deviens le cadreur qui fait les documentaires sur ces aventures-là, c'est pas moi le fou et c'est plus simple de partir. Donc depuis petit, je rêve de mélanger ces 2 passions-là que j'ai du documentaire et des expéditions. Et donc de fil en aiguille, j'ai passé mon BTS, j'ai commencé à travailler, j'ai développé mon entreprise en septembre 2025. Et puis j'ai rencontré Alex et je me suis dit, oh, ça peut être une belle première histoire. Il y a un côté humain qui me touche beaucoup et d'autant plus aujourd'hui de me dire partir à l'aventure à l'autre bout du monde, c'est sympa, mais quel est l'intérêt? Enfin, si on rapporte rien, si on rapporte pas d'histoire. Donc là, le mélange froid, aventure et d'avoir un message fort à passer derrière comme ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré. Donc j'ai pas hésité, j'ai lancé une petite pierre comme ça et ça a marché tout de suite. Donc c'était surtout la passion de raconter des histoires qui m'a donné envie d'aller voir Alex. Et combien de temps ça vous a pris entre donc, ce moment de la rencontre, d'en parler, et le moment où vous êtes réellement parti? Ça a été très très vite. Je crois que le premier message, c'était le 6 janvier vers minuit, 23h. Donc on va dire le 7, les premiers appels. Et on est parti le 28 février. Donc un petit peu moins de 2 mois. Ah oui. C'était une urgence pour Alex de partir. Parce qu'au-delà du défi, c'était aussi... il s'étalera s'il a envie, mais un moyen de sortir et de s'évader de son quotidien très fixe et très sédentaire dû à la blessure. Donc c'était un peu une urgence de partir. Donc je suis arrivé à la fin de l'urgence de la préparation. Donc on a fait ça très vite. Et puis on voulait de la neige. Donc c'était aussi un peu le mars, c'était la dernière période où on pouvait partir et avoir de belles conditions de neige. Alors comment vous êtes préparé, Alexandre, physiquement pour partir en 2 mois? Je me suis appuyé sur ce que j'ai fait en septembre 2024, c'est-à-dire 6-7 mois après l'accident, où j'avais vraiment envie de me remettre en marche, puisque les médecins m'ont dit qu'il fallait pas bouger, qu'il fallait rester sagement à la maison. Alors moi, c'est dur pour moi parce que je suis plutôt nature et j'aime bouger et marcher. Donc pendant 2 mois, j'ai tenté des petites ascensions dans les Pyrénées. La préparation aussi avec mon kiné, puisque mon chirurgien n'était pas très chaud. J'ai quand même questionné mon kiné pour savoir ce qu'il en pensait. Et donc, on a adapté tous les circuits de rééducation déjà aux Pyrénées.
parce que moi, ça me fait du bien, en fait. C'est le simple fait de pouvoir aller marcher. Je pense que c'est ça qui m'a énormément aidé. Et donc, oui, randonnée montagne, préparation kiné, et, et après, le départ pour l'aventure. Et vous, Baptiste, une préparation physique aussi? Alors, il y a eu un petit contretemps où, quand on s'est rencontrés en janvier, je me suis dit, bon, j'ai 2 mois pour me préparer, ça va, parce que j'ai quand même un passif où j'étais assez sportif. Sauf qu'au bout de 2 semaines, je me suis fait une entorse. Donc, ça a plutôt été 6 semaines pour essayer de se soigner la cheville et être en forme pour partir que vraiment une préparation physique en tant que telle. Donc, ouais, ça a été plus une course contre la montre de se soigner. Je suis arrivé avec la cheville à peu près solide en Norvège et ça l'a fait. L'avantage, c'est qu'Alex, il marche pas très vite avec ses béquilles, donc j'arrivais à suivre. Mais il fallait pas aller beaucoup plus vite quand même. Et en termes de matériel, comment vous vous êtes préparé à partir à l'aventure? J'imagine vous pouviez pas tout apporter. Non, comme j'ai rencontré Alex, on a eu un guide polaire qui nous a contactés. Par le même biais, en rencontrant Alex sur les réseaux et en aimant l'histoire. Et donc lui, il nous a fait toute une liste de matériel qu'on avait absolument besoin, ce qui était un peu plus secondaire et ce dont on pensait avoir besoin et qu'on n'avait absolument pas besoin. Et donc il nous a accompagnés comme ça à distance, où on a pu complètement se préparer et on allait voir des magasins derrière, on leur donnait la liste et eux, en gros, ils nous donnaient le matériel qui avait été mis sur cette liste. Donc ça, c'était très confortable. Et il nous a aussi aiguillés sur toutes les randonnées en nous donnant les tracés GPS qui sont un peu durs à trouver sous la neige, mais en nous orientant quand même sur quelle randonnée faire, qu'est-ce qui était accessible pour nous malgré tout, parce qu'il y avait quand même ces défis-là. Donc, même s'il était à distance, ouais, il nous a beaucoup accompagnés sur aussi la gestion de la météo, sur la gestion des tempêtes, s'il fallait s'abriter ou si on pouvait dormir dehors. Donc c'était une grande aide à distance, mais une grande aide très nécessaire. On n'aurait pas pu le faire sans lui. Alors, on a une On a une question, je pense question. que je vais poser maintenant parce que elle est pour le moment. Est-ce que vous avez eu l'appréhension de partir à l'aventure ensemble sans vous connaître vraiment? Le courant est passé très vite, tout de suite. Cela étant dit, j'avais envie qu'on se voit en vrai et non pas que par les réseaux. Donc j'ai invité Baptiste sur l'un de mes stages en montagne. Donc, ce sont des stages d'acclimatation et d'immersion dans le froid sur la base de la méthode Wim Hof, pour ceux qui connaissent. Et donc là, on a passé un week-end entier en montagne. Et je pense que ça a été aussi l'élément déclencheur, puisqu'on a vu qu'on s'entendait bien et que ça allait le faire. Mais c'est vrai que ça a été une question qu'on s'est posée au début, parce que aller passer plusieurs jours à l'autre bout du monde alors qu'on ne se connaît pas, qui plus est avec la promiscuité, puisqu'on dormait en bivouac, sous une tente. La question s'est posée, mais le courant est passé très vite et très bien. Je confirme, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est une question que, sur le moment, moi, je me suis pas trop posé de me dire, bon, le courant, il passe bien, on y va. C'est vrai que vivre 3 semaines presque l'un sur l'autre, même dans le train, on est tout le temps à côté. Enfin, c'est 3 semaines où on se voit tout le temps. C'est vrai que ça aurait pu aussi créer des problèmes, mais on s'en est bien sorti. C'était une deuxième aventure dans l'aventure. On a une autre question, plutôt par rapport au financement. En 2 mois, ça a dû être très court. Alors, le financement, c'était au départ l'un des gros aspects, puisque c'est pas donné de faire un documentaire et non plus de créer expédition. Moi, j'ai failli renoncer, puisque au moment des faits, j'ai pas les fonds nécessaires, ni Baptiste d'ailleurs. Et le déclencheur, ça a été l'association Handicap Ego-Akmendian. Ce sont des gens que j'ai rencontrés qui m'ont laissé croire en l'aventure. C'est aussi grâce à eux que je me suis dit, bon, j'en suis capable, puisqu'ils amènent des personnes en situation de handicap en montagne. Donc moi, je me suis dit, s'ils y arrivent en fauteuil, on peut très bien y arriver avec des béquilles. Et pour que ça soit cohérent, on a fait une collecte de fonds. La collecte de fonds, au départ, c'était uniquement pour le documentaire et l'expédition. Et il se trouve qu'on a eu un excédent. Et sans trop savoir, on a trouvé un format qui est plutôt cool. C'est-à-dire une collecte de fonds qui finance à la fois l'expédition, la création du documentaire, et qui vient en aide, puisqu'on a reversé l'excédent à l'association. Donc sans faire exprès, on a trouvé un format qui nous ressemble et qui nous plaît beaucoup. Mais ça n'a pas été gagné, notamment au niveau des sponsors.
parce que, étant donné que c'était notre premier documentaire, qui va financer un gars qui part en béquille au cercle polaire, cet aspect-là a été plus complexe. Donc la collecte de fonds nous a énormément aidé. Je vais réserver l'autre question un peu pour plus tard. Donc, vous avez un petit peu parlé du guide. Est-ce que vous pouvez nous... Parce que vous êtes partis tous les deux, mais évidemment, il y avait d'autres personnes autour qui n'étaient pas physiquement présentes. Voilà. Quelle était votre équipe au final pendant cette ascension? Alors, le guide, donc c'est Damien Chevalier qui nous a tout préparé sur le matériel, sur le roadbook, etc. Et nous, on voulait le bon compromis entre le voyage organisé et l'expédition inconsciente. Donc, l'idée, c'était de ne pas être trop nombreux sur place et d'avoir ce côté où on est seul, parce que moi, j'y tenais, sans non plus être trop seul. Donc, le mécanisme avec l'accompagnant, c'était le suivant. On avait deux reporting par jour. Il nous suivait avec des positions GPS. Et on envoyait ce même reporting au CIMETRA. Donc, c'est un organisme de secourisme qui sait en temps réel notre état de forme, l'état moral et le lieu où on est et la direction où on se rend jour après jour. Et aussi comment on est habillé pour nous repérer plus facilement sur la montagne s'il doit intervenir. C'était assez complet quand même ce qu'on remplissait tous les jours. On entend qu'il vous parle dans le documentaire à plusieurs reprises. Alors ça y est, vous êtes partis, vous êtes en Norvège. Et il se trouve que durant votre ascension, vous avez eu des difficultés liées à la météo, liées aussi, vous avez voyagé en autostop et parfois personne ne s'arrête. Comment est-ce qu'on gère cette déception par rapport à ce qu'on avait rêvé? C'est un peu le but, c'est d'avoir des imprévus, parce que sinon, c'est pas une aventure. Je pense qu'on le gère pas après pas. Et parfois, on a eu des surprises inattendues alors qu'on ne les attendait pas. Je pense aux aurores boréales, qui est vraiment un souvenir qu'on a essayé d'intégrer dans le documentaire, hein, parce que c'était une très forte émotion, ce moment-là. Et voilà, tous les moments, en tout cas, intéressants sont arrivés quand on ne les attendait pas. Et ce moment d'incertitude, il est dur à vivre parce que dans nos quotidiens, on a tous un agenda. On sait ce qu'on va faire à 14h, on sait ce qu'on va faire à 18h. Et je pense que c'est un peu ça aussi qu'on venait chercher. C'est se retrouver sans planning et d'être dans une vraie aventure. Donc pour ma part, ça m'a un petit peu sorti de ma zone de confort, mais au final, c'est ça qu'on allait chercher. Donc, et je pense aussi Baptiste qui en plus a dû gérer toute la partie technique avec les batteries. Donc ça, c'était une grosse incertitude aussi de savoir est-ce qu'on allait arriver à ramener les images avec les conditions. Donc je te laisse en parler, mais... Ouais, c'est sûr que les imprévus faisaient partie du voyage. On l'avait dit dès le début. Je me souviens d'Alex, pour savoir si ça allait le faire de faire un film là-bas, m'a demandé une histoire. Qu'est-ce que j'allais raconter? Je lui ai dit, bah écoute, je peux faire un scénario par rapport à ce qu'on a prévu de vivre, mais ça, c'est si tout se passe bien et on saura qu'il y aura des imprévus, même qui ne seront pas forcément négatifs, mais on saura qu'il y aura des imprévus. Donc, c'est une première trame d'histoire, mais clairement, ça n'aura rien à voir au final. Et le film n'a rien à voir avec ce qu'on avait imaginé un mois et demi avant de partir. Mais du coup, oui, c'est vivre avec les imprévus, merci. Et moi, ouais, en gestion de batterie, en plus, pour le coup, j'ai essayé de prévoir dans ces imprévus-là est-ce que je vais pouvoir recharger? Et globalement, je savais que non. Donc, on a eu une nuit où on a eu de la chance. Grâce à une petite tempête qui nous a mis au chaud, on a pu recharger toutes les batteries. Et là, c'était l'usine pendant toute la nuit pour faire batterie pleine. Et après, c'est essayer de filmer les imprévus qui, justement, sont sympas dans l'histoire, filmer un peu le quotidien. Et puis après, essayer de réfléchir aussi de garder cette logique d'économie de batterie pour pouvoir garder et filmer le reste, parce que si au bout de 3 jours j'ai plus de batterie, il n'y a plus de documentaire. Donc c'est ce qui n'était pas le but. donc ouais, il y avait toute cette gestion-là à gérer dans l'imprévu qui au final s'est déroulé plus facilement que ce que je l'imaginais. Et j'ai dû être un peu trop économe parce qu'il me restait pas mal de batterie à la fin. Donc j'ai pu un peu plus filmer la dernière ascension et faire un beau montage de cette dernière ascension qui a été forte en émotion et physiquement.
Alors, on me pose la question de si vous avez fait des rencontres insolites au cours de cette aventure, animaux ou habitants. Côté animaux, on était dans un endroit où, de toute façon, les endroits où on a bivouaqué, c'était le désert blanc, hein. Mais on a eu des contacts intéressants. Parce qu'en fait, le défi, c'était de faire 6 ascensions sur les fjords norvégiens. Et entre ces spots, le seul moyen de locomotion qu'on avait, c'était l'autostop. Donc là, on a eu quelques âmes charitables qui nous, qui nous ont pris un stop. On a eu ouais, des gens qui voyagent en camping-car. On a eu des personnes qui n'étaient pas forcément de Norvège et qui découvraient aussi l'endroit. Donc entre les spots, oui, on a rencontré du monde. Par contre, sur les points de bivouac, à part peut-être un animal dont on n'a pas trouvé ce que c'était d'ailleurs, qui a rôdé autour de la tente une nuit, je me souviens. On était plutôt seul la plupart du temps. Ouais. C'est un peu notre frustration aussi d'ailleurs. Nous, on s'était imaginé essayer de s'immerger un petit peu dans la culture norvégienne, ce qui sont très gentils et très accueillants auprès des touristes, mais en stop, eux, ils sont aussi dans leur journée, dans leur quotidien, donc c'est pas forcément simple. Donc au final, sur la quinzaine de stops qu'on a dû faire, on a eu que des vacanciers ou des étrangers qui étaient là en tourisme. Mais on a vu plein de cultures différentes, du coup, c'était très sympa, mais c'est vrai qu'on a eu cette petite frustration de ne pas rencontrer la culture norvégienne sur cette aventure-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Baptiste, sur comment vous avez filmé, à quel moment vous sentiez qu'il fallait s'arrêter parce qu'on voit plein de paysages magnifiques. Vous n'avez pas un matériel comme dans les grands studios, donc est-ce que vous pouvez nous en parler un Ouais, petit peu plus? ouais, mais déjà financièrement, avoir le matériel des grands studios, c'est pas possible. Ça rajoute aussi énormément de poids, donc enfin, et ça demande des équipes complètes à tourner, donc c'est clair que le matériel ne fait pas du tout d'ombre aux grands studios et c'est des caméras qui sont plutôt petites et assez légères. Avec le drone, ma caméra et toutes les batteries, j'en avais autour de 5 kilos. Ce qui, tu te dis, c'est déjà ça dans le sac à dos, mais comparé il y a encore 10-15 ans, c'était rien le poids de ce que j'ai emmené, donc ça facilite beaucoup. Et quand j'ai imaginé la Norvège, je me suis dit tout de suite, bah, obligé, il faut que j'amène un drone, les Lofoten. Je savais à quoi ça ressemblait pour avoir déjà vu des images et je me suis dit, ça va être hyper intéressant de prendre de la hauteur et de montrer de quoi on est entouré en fait. Et donc ça a été ma grosse volonté qui a rajouté pas mal de poids dans le sac à dos, mais j'ai choisi, tant pis pour moi. Et sinon, on avait une consigne avec Alex qui m'a donné, c'était tu filmes tout, même si je suis pas à mon avantage, même si, enfin, peu importe, tu filmes tout. Même quand il pleure, j'ai le droit de filmer. Quand c'est dur, quand c'est facile aussi, qu'on passe des bons moments, bah, bon, forcément, il y a énormément de choses qu'on n'a pas filmées parce que bah, on passe 6-7 heures à marcher. Donc les ascensions dans le film, elles passent assez vite parce que tu vas pas montrer une ascension de 7 heures en continu, ça n'a aucun intérêt. Donc c'était essayer de montrer les parties complexes, les parties où des fois ça a été un petit peu plus simple et que du coup c'est agréable pour nous. Mais c'était essayer de créer un jeu de qu'est-ce qui va être intéressant tout en se projetant dans le film pour savoir aussi quoi filmer, quoi. Et donc le montage, le documentaire fait 55 minutes. Et à la base, vous aviez combien en matière? On avait très peu comparé à un documentaire classique. On avait, je crois, autour de 8 ou 10 heures avec les interviews. On avait 8 heures de la Norvège et 10 heures avec les interviews. Ce qui est très peu parce que pour un ordre d'idée, dans un documentaire, en général, c'est 1 heure de rush, donc d'image, pour 1 minute de film monté. Donc là, pour 55 minutes, on aurait dû avoir autour de 55 heures. Là, on se retrouve on va prendre 10 heures pour 55 minutes. Donc en gros, on garde l'essence de tout ce qui est exploitable et ça fait ce film-là. Donc c'était pas énorme, mais en même temps, encore une fois, pour économiser les batteries, économiser les cartes SD et enfin les petites cartes de stockage, c'était compliqué à gérer là-bas. Donc tu fais pas de l'image où tu sais que bon, je la fais au cas où je pense que je vais l'acheter. Essaye de concentrer sur les images importantes en sachant qu'elles peuvent servir vraiment le récit, quoi. Alors, on va revenir sur l'expérience. On nous demande, est-ce que vous avez eu des moments de gros doute et vous vous êtes dit, on arrête et on plie tout et on rentre? Oui. On a... Alors,
C'est surtout cette histoire d'inconnu et de difficulté, puisque en béquille, dans les ascensions, c'est pas très haut, hein, en Lofoten, mais c'est un profil montagne qui part du niveau zéro de la mer de Norvège très rapidement 1000 à 1100 mètres d'altitude. Euh, donc l'inconnu de savoir si on allait tenir sur la durée, c'est des questions que je me posais tous les jours, et la fatigue. C'est-à-dire qu'au début, j'essaie de ne pas spoiler le documentaire, mais au début, on est en canne et on va même vite, parce que voilà, on est dans l'énergie du moment et on veut découvrir. Sur la fin du défi, sur la 6e ascension, voilà, il y a toujours ces moments de doute à savoir est-ce que on fait pas n'importe quoi, est-ce que je suis encore moi en réserve suffisante, est-ce que j'arrive à gérer la douleur aussi, puisque là j'ai la cheville qui est bloquée et j'ai pas l'amplitude normale, donc est-ce que je vais pas me faire mal plus que de raison? Donc oui, surtout vers la fin, sur la quantité d'énergie restante. Ouais, moi, c'était plus au début, On a eu le premier jour qui était très physique, et en plus, notre corps n'était pas encore habitué. Et le lendemain matin, en redescendant, c'est là où on a eu beaucoup de mal avec du stop. On se retrouve, du coup, ça casse tous nos plans de la journée, donc on se retrouve à dormir où on n'a pas imaginé. En plus, on dort sur un endroit où on sait que c'est interdit, mais en hiver, c'est toléré parce qu'il n'y a pas de touristes et tout ça. On se dit à tout moment, minuit, on va nous dégager d'ici, on va devoir trouver un autre endroit pour dormir. Enfin, rien se passait comme il fallait dans cette journée. On avait très froid à cause du vent à attendre. En faisant du stop, tu bouges pas, donc c'était assez dur. Donc là, ce soir-là, ouais, c'était plutôt envie de rentrer que rentrer au chaud que de dormir dans la tente. Surtout qu'on était à 50 mètres d'un hôtel, donc on voyait bien l'hôtel devant nous et on dormait à côté, quoi. Donc, plus psychologiquement, on a aimé se faire du mal ce soir-là. Mais au final, c'était une très belle soirée et on n'a pas du tout regretté. C'est juste qu'on n'avait pas imaginé dormir dans ce genre d'endroit-là. Pas dire où c'est. Et au final, c'est des très belles soirées qu'on a passées. On l'a refait 1 ou 2 fois après. Et c'était sur le moment un peu dur et au final, un très bon souvenir. Ça, on le voit un peu, c'est les montagnes russes hein, dans le documentaire. Ces moments de vide, ces moments où là, vous avez le grand sourire. Qu'est-ce que vous retenez l'un comme l'autre de l'expérience et qu'est-ce que ça a modifié dans ce que aujourd'hui vous faites? Moi, ce que je retiens, c'est que même quand tout semble nous éloigner voilà, de nos rêves, parce que c'était un rêve hein, pour moi de partir en exploration en cercle polaire, c'est peut-être le bon moment en fait d'y aller quand on pense que c'est impossible. Et ce que ça m'amène aujourd'hui, c'est une ouverture vers un champ des possibles. C'est-à-dire que le fait de l'avoir fait une première fois, d'avoir osé, là, avec Baptiste, on a plein d'autres projets en tête, on a plein d'idées, on a plein d'autres expéditions. Et surtout, on a trouvé un format qui nous correspond. C'est-à-dire, ce n'est pas que un documentaire où on montre un exploit. C'est un documentaire qui, voilà, moi je dis souvent, si ça peut inspirer une personne dans la salle de cinéma, puisqu'on le diffuse en salle aussi, c'est gagné. Et en plus, je pense qu'on va réitérer en continuant à aider des associations et probablement un handicap. Puisque la combinaison des deux, aventure et entraide, est plutôt bien et ça correspond à nos valeurs. Moi, je dirais que ce qui m'a énormément apporté, c'était un rêve du coup depuis petit, comme je l'ai dit. C'était la première fois, j'avais déjà fait un documentaire, mais c'était un court de 7 minutes. Là, on passe sur un format plus long. Donc, j'ai vu que j'étais capable de faire du documentaire. J'étais capable de tourner aussi dans ces conditions-là, parce que c'est pas un tout documentaire plutôt classique où la caméra elle est bien posée, tu as le temps de tout préparer. Donc, c'est une autre préparation. Chacun a ses difficultés. Je dis pas que l'un est plus facile que l'autre, mais moi, je préfère être perdu dans la nature. Donc ça m'a permis de me montrer ça et ça me permet aujourd'hui du coup d'en vivre et de voir de pouvoir montrer du travail aussi de ce que je suis capable de faire à l'autre bout du monde ou n'importe où dans la nature et de comment je raconte les histoires que je découvre. Et bien sûr, ça donne envie de continuer aussi. Maintenant, le nouveau problème, c'est plus de partir, c'est de choisir où partir. Il y a trop de choix. On manque pas d'idées avec Alex, on sait s'engrainer, ouais, sur ça va.
Eh bien justement, on nous demande, quitte à repartir dans la nature, quelle serait votre destination prochaine? Eh ben, c'est pas encore fixé, mais la Norvège nous a bien plu. On aimerait bien faire une île qui est encore plus au nord d'où on était, et avec des conditions plus difficiles, qui sont les Svalbard. Mais là, c'est encore une autre étape parce qu'il y a des ours polaires, donc il faut avoir un guide, il faut avoir des autorisations pour des armes à feu. C'est encore un projet un peu plus gros, mais pour l'instant, on en rêve. Et ça sera sûrement dans les prochaines années. Mhm. On nous a aussi posé la question des festivals documentaires et des festivals de courts-métrages, je pense. Est-ce que vous avez participé à des festivals avec votre documentaire? On a été contacté par le festival du film de rando, qui est un festival itinérant. Donc je pense que sur la prochaine session, on y sera. Et de ton côté, Baptiste, rappelle-moi, j'ai perdu. J'ai perdu le nom là sur le nom, mais c'est un festival nantais. Et on a aussi démarché beaucoup de festivals pour participer. En fait, notre film a été fini en septembre et c'est un film qui est plutôt destiné au festival donc, pour l'hiver, donc qui démarre en septembre jusqu'à avril. Ce sont plutôt des éditions hivernales. Donc en fait, on est tombé dans la mauvaise période. Donc là, je renvoie les dossiers pour participer du coup aux éditions 2026 et début 2027. Donc ça devrait arriver, on espère, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Mais ouais, le film a été fini pile dans la mauvaise période, dont certains, à 1 ou 2 jours près, le film a été rendu trop tard, donc on n'a pas pu. Mais c'est que partie remise pour cette année. On suivra ça. Il est 13h27, donc on arrive à la fin quand même de notre webinaire. Un grand merci, Alexandre et Baptiste. On suivra l'actualité. N'hésitez pas à me l'envoyer parce que je pourrais aussi redistribuer des informations aux spectateurs s'ils veulent suivre. Je sais que votre documentaire est passé dans certains cinémas. Est-ce que c'est encore le cas? Oui. Oui, Ouais. on continue à démarcher des cinémas. Et il y a une date à Haute-Goulaine, à côté de Nantes, le 6 juin, qui est en train de se programmer. Et sinon, après, faut que les cinémas nous répondent. Mais le fait d'avoir déjà diffusé une fois, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Donc Mhm. là, plus on diffuse, plus ça s'ouvre petit à petit. Donc c'est plutôt bon signe et on continue à essayer de faire grandir le projet. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vous souhaite. Je vais envoyer là de ce pas le lien aux personnes qui sont encore présentes. Hop, pour accéder en streaming. Je vais également le transférer à tous les participants parce qu'il y en a qui la pause déjeuner se terminait. Donc j'ai vu que depuis 5 minutes, ça partait petit à petit. Donc voilà, on va récupérer les informations pour leur envoyer. Mais vraiment, un grand merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour l'accueil. Oui. Et puis, une belle continuation à vous. Et voilà, comme disait Jennifer, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera très heureux de participer, de vous aider en tout cas dans la diffusion de vos prochains documentaires, si on peut le Avec faire. grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'est le moment, je pense, de conclure pour nous, puisque oui, effectivement, il est 13h28. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Vous pourrez le retrouver puisqu'il a été enregistré. Et donc, on espère que vous avez passé un agréable moment et on vous tient informé pour la suite, notamment pour la prochaine édition du Festival du film. Mais voilà, n'hésitez pas, on reste à votre disposition avec Jennifer. Et un grand merci à tous. Merci Baptiste, merci Alexandre encore. Et puis, merci à Jordan, notre soutien technique. Un grand merci à vous et puis une bonne fin de journée. Et à bientôt pour de nouvelles aventures dans les activités culturelles de César.